Entre 1847 et 1852, dans les vallées fertiles du Tennessee, au nord de l'Alabama, trois grandes familles de planteurs connurent une ruine si absolue que les journaux locaux refusèrent d'en publier les détails, évoquant seulement des circonstances contraires à la nature. 23 personnes moururent, certaines de fièvre, d'autres dans des accidents impossibles à expliquer, et quelques-unes dans un état que le médecin légiste décrivit comme une cessation vitale sans cause visible. Un seul nom, caché dans les registres de propriété, les inventaires domestiques et les procès-verbaux des tribunaux, reliait toutes ces tragédies. Celui d'une femme nommée Rachel, esclave instruite, polyglotte, dont l'histoire fut si dérangeante que les juges ordonnèrent le scellement des dossiers pendant 100 ans. Lorsque les archives furent rouvertes au XXe siècle, on découvrit qu'au cœur de chaque désastre s'élevait sa silhouette calme, son regard impénétrable et son intelligence hors du commun. Rachel n'avait jamais brandi d'armes ni versé de poison. Elle utilisait les mots, l'observation et la patience comme instruments d'une guerre silencieuse contre ceux qui la possédaient. Le récit commence au printemps 1847, lorsqu'un certain Samuel Rutledge, planteur prospère de Fairmont, acquit à Mobile une femme de 24 ans, décrite dans le registre de vente comme instruite, lettrée, habile en couture et musique, parlant français et anglais couramment. Fait singulier, l'acte de cession stipulait qu'elle devait être conduite à plus de 100 milles de la ville, et le prix fixé, $400, semblait dérisoire pour une servante aussi qualifiée. Rutledge, homme pratique, ne vit qu'une opportunité. Sa femme Catherine cherchait quelqu'un pour parfaire l'éducation mondaine de leur fille Lydia, 19 ans, charmante, rêveuse, courtisée par les fils des planteurs meusins. À Fairmont, vaste domaine de 2400 acres et 87 esclaves, Rachel fut accueillie comme une curiosité. Grande, la peau claire, les gestes mesurés, elle s'exprimait avec une politesse qui masquait à peine une assurance intérieure. Catherine Rutledge fut séduite par sa compétence et son maintien, Lydia par son mystère et sa douceur. Pendant 6 semaines, tout sembla parfait. La maison retrouvait un ordre exemplaire, les domestiques obéissaient avec zèle, et les leçons de français égayaient les après-midi. Mais peu à peu, un changement imperceptible s'insinua. Lydia passait des heures avec Rachel, chuchotant des secrets, riant à voix basse, se taisant brusquement lorsque quelqu'un approchait. Les conversations à table devinrent tendues, les serviteurs nerveux, et Samuel sentit, sans comprendre, que l'air même de sa demeure s'était alourdi. Rachel observait tout. Les comptes du maître, les lettres qu'il rédigeait, les dettes qu'il cachait, la crainte que sa femme dissimulait sous la bienséance. Chaque question qu'elle posait semblait innocente, sur les prix du coton, les alliances familiales, les fils prodigues, mais elle tissait une carte exacte du pouvoir local. Un soir de juillet, elle entra dans le bureau pour servir le café et mentionna d'un ton respectueux qu'elle connaissait la famille Haville, leurs affaires douteuses, leurs dettes secrètes. Rutledge, pris au piège de sa propre avidité, l'écouta comme on écoute une oracle. Ce qu'elle révélait était vérifiable, précis, irrésistible. En moins d'1 heure, il décida d'utiliser ces informations pour contraindre son voisin Haville à un partenariat lucratif. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en faisant cela, il liait son destin à celle qui avait déjà, en 8 ans, détruit 3 familles dans d'autres États, au point que les autorités de Mobile avaient exigé qu'elle fût vendue loin de la région. Cette nuit-là, un orage fracassa le grand chêne devant la maison, comme si le ciel lui-même pressentait la malédiction. À partir de ce 14 juillet 1847, la spirale fut irréversible. Rutledge, croyant maîtriser les événements, engagea une série de décisions qui le mèneraient à la ruine. Sous la direction invisible de Rachel, il chanta Haville, s'associa à lui pour masquer ses dettes, puis se trouva pris dans une toile d'hostilité et de soupçons. Tandis que les hommes s'affrontaient, Rachel poursuivait un autre dessein, plus subtil, conquérir l'esprit de Lydia. Elle lui parlait de liberté, de l'injustice des lois, de la similitude entre la fille qu'on marie pour sauver un domaine et la servante qu'on vend pour éponger une dette. « Nous sommes toutes deux des marchandises, » disait-elle doucement. « Mais il existe des femmes ailleurs qui choisissent leur vie. » Ces paroles, imprégnées d'un accent étranger et d'une vérité interdite, éveillaient chez la jeune fille des pensées dangereuses. Elle lui apprit à écrire un journal, à nommer son ressentiment, à rêver d'indépendance. À mesure que l'été avançait,
La tension devint palpable. Lydia passait des heures avec Rachel, chuchotant des secrets, riant à voix basse, se taisant brusquement lorsque quelqu'un approchait. Les conversations à table devinrent tendues, les serviteurs nerveux, et Samuel sentit, sans comprendre, que l'air même de sa demeure s'était alourdi. Rachel observait tout, les comptes du maître, les lettres qu'il rédigeait, les dettes qu'il cachait, la crainte que sa femme dissimulait sous la bienséance. Chaque question qu'elle posait semblait innocente, sur les prix du coton, les alliances familiales, les fils prodigues, mais elle tissait une carte exacte du pouvoir local. Un soir de juillet, elle entra dans le bureau pour servir le café et mentionna d'un ton respectueux qu'elle connaissait la famille Hayville, leurs affaires douteuses, leurs dettes secrètes. Rutledge, pris au piège de sa propre avidité, l'écouta comme on écoute un oracle. Ce qu'elle révélait était vérifiable, précis, irrésistible. En moins d'une heure, il décida d'utiliser ces informations pour contraindre son voisin Hayville à un partenariat lucratif. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en faisant cela, il liait son destin à celle qui avait déjà en 8 ans détruit 3 familles dans d'autres États, au point que les autorités de Mobile avaient exigé qu'elle fût vendue loin de la région. Cette nuit-là, un orage fracassa le grand chêne devant la maison, comme si le ciel lui-même pressentait la malédiction. À partir de ce 14 juillet 1847, la spirale fut irréversible. Rutledge, croyant maîtriser les événements, engagea une série de décisions qui le mèneraient à la ruine. Sous la direction invisible de Rachel, il chanta Hayville, s'associa à lui pour masquer ses dettes, puis se trouva pris dans une toile d'hostilité et de soupçons. Tandis que les hommes s'affrontaient, Rachel poursuivait un autre dessein, plus subtil. Conquérir l'esprit de Lydia. Elle lui parlait de liberté, de l'injustice des lois, de la similitude entre la fille qu'on marie pour sauver un domaine et la servante qu'on vend pour éponger une dette. « Nous sommes toutes deux des marchandises », disait-elle doucement, « mais il existe des femmes ailleurs qui choisissent leur vie. » Ces paroles, imprégnées d'un accent étranger et d'une vérité interdite, éveillaient chez la jeune fille des pensées dangereuses. Elle lui apprit à écrire un journal, à nommer son ressentiment, à rêver d'indépendance. À mesure que l'été avançait, la tension devint palpable. Lydia, humiliée, répandait des rumeurs. Les créanciers se présentèrent. Catherine sombra dans l'angoisse, et Lydia, exaltée par l'idée d'émancipation, disparut un matin de septembre, laissant une lettre où l'on parlait de droit naturel et de destin choisi. La maison entra en délire. Les recherches, les interrogatoires, les supplices infligés aux esclaves n'y changeaient rien. Rachel pleura avec la famille, se montra dévouée, irréprochable. Personne ne sut que c'était elle qui, par un réseau secret de noirs frits et d'esclaves fugitifs, avait aidé la jeune fille à fuir vers le nord. En 3 mois, Fairmont tomba en ruine. Dettes, scandales, honneur détruit. Et quand désespéré, Samuel vendit Rachel à un autre planteur, Daniel Crenshaw, pour $900, il crut se libérer du malheur, sans comprendre qu'il cédait la source même du désastre à son voisin. Ainsi, l'ombre de Rachel passa d'une maison à l'autre, invisible et méthodique, tandis que la pluie d'octobre isolait les domaines, et que les corbeaux, sur les champs de coton, semblaient attendre la suite de la tragédie. Lorsque Rachel arriva à Oak Ridge, la plantation de Daniel Crenshaw, l'automne de 1847 avait commencé à envelopper la vallée d'un voile humide et gris. Les champs de coton se vidaient, les récoltes s'entassaient dans les granges, et la rivière, charriant les dernières péniches, semblait elle aussi retenir son souffle. Crenshaw, veuf depuis 5 ans, dirigeait son domaine avec une rigueur d'industriel. Là où les Rutledge étalaient une noblesse de façade, les Crenshaw cultivaient la discipline et le profit. Daniel, homme froid et méthodique, ne se laissait guider que par les chiffres et le rendement. Ses 3 enfants, Margaret, William et Samuel, avaient été élevés dans la même austérité. Rachel comprit dès son arrivée que les armes ayant vaincu Fairmont ne suffiraient pas ici. Il ne s'agissait plus de séduire ou de flatter, mais de s'insinuer dans les rouages d'une machine parfaitement huilée. Elle devint donc invisible, exemplaire, efficace.
En quelques semaines, elle transforma la maison. Compte équilibré, dépenses réduites, réserve mieux tenue. Daniel, impressionné, commença à la consulter sur des sujets dépassant le cadre domestique. Comment diversifier les cultures? Quel marché garantissait les meilleurs prix? Quelles dettes pouvaient être renégociées? Rachel répondait avec prudence, glissant parfois une suggestion qui, répétée plus tard, deviendrait une décision. Margaret, la fille aînée, observa ce glissement d'autorité avec inquiétude. Elle trouvait la perfection de Rachel trop mécanique, son savoir trop vaste, ses silences trop calculés. Un soir de novembre, elle osa dire « Père, cette femme est instruite comme aucune esclave ne devrait l'être, et depuis qu'elle est ici, tout paraît trop bien ordonné. Cela me trouble. » Daniel haussa les épaules. « Les Redledge se sont ruinés par leur vanité, pas par une servante. Ne me parle pas de superstition. » Pourtant, à mesure que l'hiver approchait, Margaret nota des coïncidences étranges. Des lettres ouvertes sur le bureau de son père, des comptes consultés par d'autres mains, des messagers venant de plantations éloignées et que Rachel accueillait toujours avec la même politesse. En décembre, Rachel découvrit le secret qu'elle cherchait. Daniel s'était lourdement endetté pour acheter de nouvelles terres, misant sur une hausse durable du coton. S'il échouait, Oak Ridge serait englouti par les créanciers. Elle garda l'information, attendant le moment propice. Ce moment arriva quand James Aville, le voisin des Rutledge, vint proposer une association commerciale à Crenshaw. Aville, compromis par la faillite de son ancien partenariat, cherchait désespérément un nouvel appui. Rachel servit le thé pendant leur entretien, écoutant tout sans être vue. Le soir même, elle avertit Daniel que Aville avait trahi Rutledge et provoqué sa ruine. « J'ai vu les papiers, monsieur. Cet homme est un serpent. » C'était un mensonge calculé. Elle inversait simplement les rôles de bourreau et de victime. Crenshaw, méfiant de nature, refusa le marché. Aville, furieux, crut à une manœuvre de Rutledge. En quelques semaines, les trois familles devinrent des ennemis mortels, piégés dans une guerre d'orgueil et de dettes dont Rachel tirait les fils invisibles. Puis, elle s'attaqua à la cohésion interne des Crenshaw. Elle apprit que William, le fils aîné, aimait en secret Anna Pritchard, fille d'un marchand de la ville, une union jugée indigne du rang familial. Elle découvrit leurs lettres et, d'un geste discret, en fit tomber une sur le bureau de Daniel. La tempête éclata. William avoua son mariage secret, Daniel le renia, l'expulsa, et Oak Ridge perdit son héritier. Margaret tenta d'apaiser les tensions, mais Rachel avait déjà prévu la suite. Elle livra à un certain Josiah Fletcher, agent de recouvrement à la Nouvelle-Orléans, les détails précis des dettes cachées de Daniel. En mars 1848, Fletcher arriva pour réclamer 8 000 $. Pour éviter le scandale, Daniel vendit 20 esclaves, séparant famille et enfants. Scène d'une cruauté que même les témoins blancs n'oublieraient jamais. Rachel regarda sans ciller. Margaret, elle, comprit enfin. Cette femme n'était pas une simple domestique. C'était une intelligence prédatrice, un esprit entraîné à la destruction. Elle la confronta le soir même. « Vous avez tout provoqué !» Rachel répondit calmement. « Je n'ai aucun pouvoir, mademoiselle. Votre père s'est détruit tout seul. » Et lorsque Margaret jura de la dénoncer, Rachel murmura. « Pour cela, il vous faudrait admettre qu'une esclave vous a vaincu. Le feriez-vous » Ce défi glaça la jeune femme. Pendant ce temps, Aville, obsédé, proposa d'acheter Rachel pour 2 500 $, persuadé qu'elle était la clé de toutes leurs pertes. Daniel refusa, craignant de céder son seul pilier d'ordre. Mais Rachel, toujours en avance, anticipa l'impossible. Dans la nuit du 14 septembre 1848, 4 hommes à la solde de Aville vinrent la capturer. Les esclaves d'Oak Ridge, prévenus à l'avance, les repoussèrent violemment. 2 furent grièvement blessés. Aville fut arrêté pour tentative de vol, de propriété. L'ironie triomphait. Celle qu'il voulait punir devint la victime officielle. Daniel défendit sa servante devant la loi, ignorant qu'elle avait provoqué cette attaque pour finir de briser ses ennemis. À l'automne, alors que les feuilles tombaient sur les champs boueux, Rachel observa depuis la galerie le dernier fils Crenshaw, Samuel, 19 ans, idéaliste et sensible, qui le regardait avec cette compassion qu'elle savait exploiter. « C'est en lui, pensa-t-elle.
que s'achèverait la ruine totale d'Oak Ridge et le commencement d'un châtiment que personne n'oserait encore nommer. L'hiver de 1848 tomba sur le comté comme une sentence. Les pluies ininterrompues transformèrent les chemins en rivières de boue, isolant les plantations les unes des autres. À Oak Ridge, Daniel Crenshaw s'enfermait dans son bureau, harcelé par les créanciers et par le silence glacial de sa maison. Son fils, William, vivait désormais à Athènes, ruiné et honteux. Margaret ne parlait plus qu'à voix basse, et Samuel, le cadet, errait parmi les dépendances, cherchant dans le travail un sens et ce monde fissuré. Rachel, quant à elle, s'était faite indispensable. Elle gérait les comptes, soignait Catherine malade, supervisait les récoltes, rédigeait les lettres de Daniel, toujours avec cette retenue qui faisait d'elle une ombre plus qu'une présence. Mais derrière cette façade de loyauté, elle tissait une intrigue nouvelle, plus intime et plus dangereuse, celle du jeune Samuel. Elle voyait en lui non pas un ennemi, mais un instrument. Là où les autres étaient aveuglés par leur orgueil, lui doutait du système tout entier. Elle perçut dans ses yeux une compassion qu'aucun blanc du Sud n'avait jamais osé lui offrir. Alors elle le choisit, comme on choisit la dernière pièce d'un plan déjà parfait. Les conversations commencèrent innocemment. Quelques mots sur la lecture, sur la beauté des forêts en hiver, sur la cruauté du destin. Puis, peu à peu, elle sema en lui l'idée d'injustice, d'égalité, de liberté. Samuel, sensible, cultivé par une mère disparue trop tôt, se laissa toucher. Il vint souvent lui parler, la nuit, sous prétexte de s'assurer que les domestiques fermaient bien les granges. Elle le surprit un soir en train d'écrire dans un cahier dissimulé sous sa paillasse. Elle prétendit qu'il s'agissait de recettes. En réalité, c'était son journal, la chronique méthodique de sa guerre contre les familles blanches. Lorsque Samuel découvrit par hasard une phrase en français, « Ils récoltent ce qu'ils ont semé », il sentit un frisson le traverser. Elle lui expliqua qu'elle avait appris cette langue d'une ancienne maîtresse créole à la Nouvelle-Orléans. Mais il devina qu'il y avait là bien plus qu'un souvenir. En janvier 1849, la tension devint insupportable. Avil, humilié par son arrestation, attendait son procès. Daniel, ruiné, envisageait de vendre les dernières terres. Et Rachel, consciente que le moment de l'effondrement approchait, attisa doucement le feu sous les cendres. Elle parla à Samuel d'un complot. « On veut me tuer avant le jugement, dit-elle. Les hommes de Avil viendront une nuit. Si tu m'aimes, aide-moi à fuir. » Ces mots suffirent. Le jeune homme, emporté par une ferveur presque mystique, organisa l'évasion. Il vola de l'argent dans le coffre paternel, fit préparer une charrette, traça sur une carte la route vers le nord. Mais la nuit prévue, Rachel n'apparut pas. Au matin, Daniel trouva les lettres de son fils, les plans, les aveux d'amour. Rachel, les yeux baissés, prétendit qu'elles avaient découvert par hasard et les remit à son maître, feignant la loyauté blessée. Le choc fut foudroyant. Daniel déclara son fils fou, le fit enfermer dans un asile privé près de Tuscaloosa. Samuel, trahi, s'enfonça dans le mutisme. 3 jours plus tard, Rachel fut vendue à un négociant du Mississippi, avec un groupe de 15 esclaves, Chenoukou, direction Vicksburg. Avant de partir, elle lança une seule phrase. « Tout ce que j'ai fait, vous l'avez rendu nécessaire. » À Oak Ridge, le silence reprit possession des lieux. Margaret veilla son père, qui dépérissait, hanté par la conviction qu'il avait livré son fils à la folie. Mais le destin, ou peut-être Rachel elle-même, n'en avait pas fini. Le 23 novembre 1848, James Avil fut retrouvé mort dans son bureau. Une balle dans la tempe. « Suicide », conclut le shérif. Sa femme protesta. Il n'était pas gaucher, il préparait sa défense, il n'aurait jamais fait cela. Mais la porte verrouillée, le pistolet dans sa main, tout plaidait pour l'évidence. Bientôt, des rumeurs circulèrent. Des papiers avaient disparu, des créanciers anonymes avaient été payés. La peur s'installa dans la vallée. Margaret Avil, refusant le verdict, engagea un détective privé venu de New York, un certain Abraham Cornwall, pour enquêter. En décembre, il révéla un schéma terrifiant. Chaque famille ruinée, chaque mort inexpliquée coïncidait avec la présence d'une même femme.
Rachel. C'était une logique d'ombre et de patience, une guerre invisible menée à travers la vanité et la faiblesse des hommes. Cornwall rédigea un rapport de 80 pages concluant que Rachel avait utilisé la vérité comme arme. Elle n'inventait rien, elle révélait simplement les secrets au moment exact où ils pouvaient détruire. Ce rapport, transmis au juge Peyton, bouleversa le comté. Pour la première fois, les notables comprirent qu'ils avaient peut-être été vaincus non pas par une rebelle, mais par une intelligence supérieure. Pourtant, aucune loi ne permettait de juger une esclave pour manipulation. On ne pouvait punir qu'un corps, jamais une pensée. Pendant que les juristes débattaient, une nouvelle tragédie frappa Oakridge. Le 17 janvier 1849, Daniel Crenshaw fut retrouvé écrasé sous la machinerie de la filaterie. Officiellement un accident, officieusement un meurtre. On parlait d'un ancien esclave revenu livrer un message avant de disparaître. Rachel, déjà au Mississippi, était donc hors de cause. Mais Margaret savait. Chaque pas, chaque mort portait la signature invisible de cette femme. Alors, elle décida d'agir. Avec Margaret Aville, devenue sa seule alliée, elle adressa au gouvernement de l'État une pétition réclamant une nouvelle loi punissant la manipulation psychologique commise par des esclaves. L'idée provoqua un scandale. Reconnaître de tels crimes, c'était admettre que les esclaves pensaient, calculaient, raisonnaient, autrement dit, qu'ils étaient humains. Les débats s'enlisèrent. Pendant ce temps, Cornwell, mandaté par les deux femmes, suivait la trace de Rachel. Il la retrouva enfin au Texas, propriétaire d'un planteur nommé Henry Dalton. Son témoignage sur leur rencontre devint fameux. Il l'a décrite assise, droite, les mains liées, répondant au calme à chaque question. Elle avoua tout sans honte. Comment elle étudiait les familles, comment elle décelait leurs failles, comment elle les poussait vers l'autodestruction. Quand il lui demanda « Pourquoi ?», elle répondit « Parce qu'ils m'ont volé ma liberté et je leur ai pris ce qu'ils avaient de plus cher, la certitude de leur supériorité. » Cornwall écrivit que jamais il n'avait vu pareil mélange de lucidité et de rage contenue. En quittant la plantation, il demanda à Dalton de la garder sous surveillance. Le planteur refusa, arguant qu'elle n'avait commis aucun crime. Rachel demeura libre dans sa cage de chêne, invincible parce que intouchable. En avril 1849, Cornwall remit son rapport à Montgomery où la législature en débattit 3 jours. Devait-on créer un délit d'influence séditieuse ? Certains craignaient que cela ne donnait aux esclaves un statut moral équivalent à celui des maîtres. On ne vota rien. Et le 2 mai suivant, un 3e mort s'ajouta à la liste. Samuel Crenshaw, pendu dans sa cellule. Suicide, disaient les médecins. Châtiment, pensait sa sœur. Margaret comprit que l'histoire n'était pas terminée. Rachel, bien qu'à des milliers de kilomètres, continuait de tuer sans toucher, de frapper sans armes. Alors elle jura de la retrouver, non pas pour la juger, mais pour comprendre. Car dans le fond, même la haine la plus brûlante ne pouvait effacer la fascination qu'inspirait cette femme qui, esclave selon la loi, dominait en Pule tous ceux qui prétendaient la posséder. Margaret Crenshaw quitta l'Alabama au début de mai 1849, seule, armée d'un pistolet et d'une résolution que rien ne pouvait altérer. Elle avait perdu père, frère et réputation. Il ne lui restait plus qu'un but, retrouver Rachel et obtenir la vérité, ou la tuer. Son voyage vers l'ouest dura près d'1 mois, à travers les routes poussiéreuses et les marécages infestés de moustiques. À chaque relais, elle montrait un dessin approximatif du visage de Rachel, et partout on lui répondait la même chose. « Une esclave qui parle français ? Oui, on l'a vu passer. » Rachel la précédait toujours d'1 ou 2 semaines, comme si elle traçait délibérément une piste que Margaret devait suivre. À Houston, on lui parla d'un marchand de coton nommé Henry Dalton, qui l'avait récemment revendu à un négociant de la Nouvelle-Orléans. Margaret sentit le vertige du destin. Tout la ramenait vers le sud, vers ce lieu où tout avait commencé. Lorsqu'elle atteignit enfin la ville en juin, les docks brûlaient de chaleur et d'odeur d'épices. Là, un commis lui indiqua le nom du nouvel acheteur,
un certain Guillaume Marchand, agent pour une veuve créole vivant près du lac Pontchartrain. Le nom de cette femme la glaça, Élise Delacroix, remariée Delacroix, la même dont le premier mari, Louis Delacroix, figurait dans le dossier de Rachel comme l'un de ses anciens maîtres détruits entre 1843 et 1846. Margaret comprit alors qu'elle n'allait pas simplement rencontrer son ennemi, mais clore un cercle infernal. Le 24 juin 1849, elle se présenta au domaine Delacroix. La demeure, blanche et silencieuse, semblait figée dans le temps, entourée d'eau immobile et de cyprès noueux. Là, un commis lui indiqua le nom du nouvel acheteur, un certain Guillaume Marchand, agent pour une veuve créole vivant près du lac Pontchartrain. Le nom de cette femme la glaça, Élise Delacroix. Remariée Delacroix, la même dont le premier mari, Louis Delacroix, figurait dans le dossier de Rachel comme l'un de ses anciens maîtres détruits entre 1843 et 1846. Margaret comprit alors qu'elle n'allait pas simplement rencontrer son ennemi, mais clore un cercle infernal. Le 24 juin 1849, elle se présenta au domaine Delacroix. La demeure, blanche et silencieuse, semblait figée dans le temps, entourée d'eau immobile et de cyprès noueux. Là, un commis lui indiqua le nom du nouvel acheteur, un certain Guillaume Marchand, agent pour une veuve créole vivant près du lac Pontchartrain. Margaret sentit le vertige du destin, tout la ramenait vers le sud, vers ce lieu où tout avait commencé. Lorsqu'elle atteignit enfin la ville en juin, les docks brûlaient de chaleur et d'odeur d'épices. Là, un commis lui indiqua le nom du nouvel acheteur, un certain Guillaume Marchand, agent pour une veuve créole vivant près du lac Pontchartrain. Le nom de cette femme la glaça, Élise Delacroix. Remariée Delacroix, la même dont le premier mari, Louis Delacroix, figurait dans le dossier de Rachel comme l'un de ses anciens maîtres détruits entre 1843 et 1846. Margaret comprit alors qu'elle n'allait pas simplement rencontrer son ennemi, mais clore un cercle infernal. Le 24 juin 1849, elle se présenta au domaine Delacroix. La demeure, blanche et silencieuse, semblait figée dans le temps, entourée d'eau immobile et de cyprès noueux. Là, un commis lui indiqua le nom du nouvel acheteur, un certain Guillaume Marchand, agent pour une veuve créole vivant près du lac Pontchartrain. Élise la reçut avec une courtoisie glaciale. « Vous venez pour Rachel ?» dit-elle. Je savais qu'un jour quelqu'un viendrait. Quelques minutes plus tard, Rachel entra. Elle portait une robe simple, les poignets nus, et leva vers Margaret un regard où se mêlaient fatigue, lucidité et une étrange douceur. Il n'y eut ni cris, ni larmes. « Je savais que vous viendriez, mademoiselle Crenshaw, » dit-elle simplement. La conversation qui suivit dura 3 heures et marqua les témoins à jamais. Margaret demanda pourquoi. Pourquoi détruire, manipuler, pousser les hommes à la folie et à la mort? Rachel répondit calmement qu'elle n'avait jamais tué personne, qu'elle n'avait fait qu'utiliser les armes de ses oppresseurs, l'intelligence, la ruse, la connaissance des faiblesses humaines. Puis, à la stupeur de Margaret, Élise intervint. « Je l'ai achetée pour l'entendre raconter son histoire, non pour la punir. Mon mari est mort à cause d'elle, mais je voulais savoir s'il le méritait. » Rachel confirma alors ce qu'aucun dossier n'avait révélé. Elle n'était pas née esclave. Née libre à Richmond, en Virginie, fille d'un artisan noir et d'une mère française, elle avait reçu une éducation rare, lecture, musique, mathématiques. À 16 ans, son père mourut, et des créanciers falsifièrent des papiers pour la vendre, elle et sa mère, comme esclaves fugitives. Sa mère mourut de chagrin. Elle fut revendue encore et encore. J'ai appris, dit-elle, que la loi pouvait transformer l'esprit en marchandise. Alors j'ai décidé d'utiliser cet esprit pour la détruire. Elle raconta comment, à chaque foyer, elle avait observé, écouté, compris les dynamiques du pouvoir, puis planté la graine de la discorde. Chez les Robichaud, en Louisiane, elle révéla les dettes du fils prodigue. Chez les Beaumont,
Elle provoqua une faillite en informant un concurrent. Chez les Delacroix, elle souffla à Élise la vérité sur l'infidélité de son mari, provoquant une chaîne d'événements qui aboutit à la ruine du domaine. « Je ne mens jamais », ajouta-t-elle. « Je ne montre seulement aux maîtres le miroir de leur corruption. » Margaret, tremblante, cria « Et mon père, et mon frère !» Rachel baissa les yeux. « Votre père est mort parce qu'il a préféré la honte au désaveu. Votre frère Samuel est mort parce qu'il a cru que je pouvais le sauver. Je ne voulais pas sa mort, mais la logique de la guerre n'épargne personne. » Élise, témoin muet, remit alors à Margaret un manuscrit. 80 pages d'écriture fine, la confession complète de Rachel, son testament intellectuel. « J'ai voulu comprendre, dit Élise. J'ai découvert qu'il n'y a pas de monstre, seulement les fruits d'un système monstrueux. » Margaret, bouleversée, sortit son arme. « Vous avez détruit tout ce que j'aimais. Pourquoi ne devriez-je pas vous tuer ?» Rachel la fixa sans trembler. « Parce que si vous me tuez, vous confirmerez ce que je dis, que votre monde ne sait répondre à la pensée que par la violence. Laissez-moi vivre, et vous devrez affronter une vérité plus terrible. Vous ne pouvez pas me vaincre. » Le silence s'étira. Les cigales hurlaient tout dehors. Margaret abaissa le pistolet. « Je ne vous tuerai pas, dit-elle, mais je rendrai votre histoire publique. Je ferai de votre nom une malédiction pour chaque maître du Sud. » Rachel sourit à peine. « Alors, vous ferez aussi de moi une preuve que nous pensons, que nous jugeons, que nous existons. Vous croyez me condamner, vous me libérez. » Ce jour-là, Margaret repartit avec la confession. Elle la porta jusqu'à Montgomery, la présenta à la législature, puis aux journaux. Le document fit scandale. Les uns virent un poyer pour l'abolition, d'autres une invention blasphématoire. L'Assemblée adopta en 1850 une loi sur les crimes d'incitation intellectuelle, mais personne ne sut comment l'appliquer. On ne peut pas punir un esclave pour avoir pensé. Rachel, elle, disparut de nouveau. Certains dirent qu'Élise l'avait affranchie, d'autres qu'elle avait été revendue au Mexique. Personne ne la revit jamais. Pourtant, les mots de sa confession circulèrent sous le manteau, copiés à la main par des journalistes, cités dans des sermons abolitionnistes, étudiés en secret dans les universités du Nord. Elle y écrivait « On peut enchaîner nos mains, mais pas nos pensées. » Margaret Crenshaw, rentrée à Oak Ridge, vécut recluse. Elle conserva la confession dans un coffre, comme une relique maudite. Les années passèrent, la guerre éclata, l'esclavage tint. En 1867, elle nota dans son journal « J'ai passé 18 ans à haïr cette femme. Aujourd'hui, je la comprends. Elle a gagné notre guerre, sans jamais porter d'armes. » Margaret mourut 4 ans plus tard, laissant derrière elle des caisses de papier et un nom effacé de la mémoire collective. Mais Rachel, celle qu'on appela plus tard la femme la plus dangereuse du Sud, devint légende. Les chercheurs du siècle suivant retrouvèrent son dossier et, dans la marge de sa confession, une phrase soulignée d'une main ferme. « L'intelligence est une arme plus forte que la violence. Ils ont voulu craindre nos mains, ils apprendront à craindre nos esprits. » Ainsi se termina, ou plutôt commença, l'histoire de Rachel, non comme d'une criminelle, mais comme le premier manifeste secret d'une liberté que nul esclavage ne put réduire. Après la disparition de Rachel en 1850, un silence épais recouvrit son histoire, comme si le Sud tout entier avait voulu l'oublier. Mais l'oubli n'est jamais qu'une surface fragile. Sous les cendres de la mémoire, des braises demeurent, prêtes à raviver l'incendie. Durant la décennie qui suivit, les rumeurs de la « femme qui détruit les maîtres » se répandirent de la Nouvelle-Orléans à Charleston, portées par les esclaves fugitifs, les domestiques, les marchands de passage. Certains disaient qu'elle vivait libre à la Havane, d'autres qu'elle enseignait le français dans un couvent du Mexique. En 1854, un pamphlet anonyme circula à Paris, intitulé « Les confessions d'une esclave instruite », racontant, dans un style littéraire presque romantique, la chute de 3 familles du Sud américain. Les critiques du siècle y virent une fiction symbolique. Les abolitionnistes français y reconnurent un document authentique et bouleversant. Ce fut le premier écho européen de Rachel, transformé en mythe révolutionnaire. En France, le récit toucha un public avide d'exotisme et de justice. Les cercles progressistes la comparèrent à Jeanne d'Arc de la Liberté noire,
tandis que les milieux coloniaux dénonçaient une manipulation. Des exemplaires du texte arrivèrent à Londres, Genève, Bruxelles. Dans les cafés littéraires du quartier latin, on racontait qu'une femme, jadis esclave, avait su vaincre l'ordre du monde par la seule puissance de son esprit. À Montgomery, cette rumeur traversa l'océan comme un affront. Les politiciens du Sud virent dans cette fascination française une insulte à leur civilisation. Ils firent interdire toute mention publique de Rachel, confisquèrent les copies de la confession et menacèrent de prison quiconque en parlerait. Mais les mots, une fois libérés, ne se reprennent pas. En 1856, un jeune journaliste de Marseille, Victor Desmarais, entreprit un voyage en Amérique pour retrouver la trace de cette femme. Il visita la Nouvelle-Orléans, puis remonta le Mississippi jusqu'à Natchez, recueillant des témoignages contradictoires. Un marchand prétendit l'avoir vendue à un colon de Veracruz, une mulâtresse affranchie jura l'avoir croisée à la Havane, vêtue comme une dame blanche, lisant Les Misérables avant l'heure. Desmarais rédigea ses notes sous forme de lettres publiées dans le Phare de Marseille. Son récit fascinait. On y lisait que Rachel aurait peut-être participé à un réseau clandestin d'alphabétisation d'esclaves, formant des enfants à lire et à penser, perpétuant ainsi sa vengeance par la connaissance. Dans une lettre datée de décembre 1857, il écrivait « Je crois qu'elle n'est pas morte. Elle s'est simplement fondue dans la foule de ceux qu'elle a voulu éclairer. Son arme n'est plus sa langue, mais les idées qu'elle a semées. » Pendant ce temps, aux États-Unis, la tension montait vers la guerre. Les abolitionnistes du Nord citaient parfois, sans la nommer, une phrase tirée de la Confession. « La vérité est un feu que nul maître ne peut éteindre. » En 1861, lorsque la guerre éclata, plusieurs soldats noirs de Louisiane inscrivirent sur leurs uniformes les initiales RD, qu'on interprétera plus tard comme Rachel's Doctrine. Était-ce légende ou influence réelle? Nul ne sut jamais. Pourtant, au fil des années, l'ombre de Rachel planait sur les champs de bataille, symbole d'une revanche plus ancienne que la guerre elle-même. Après la défaite du Sud, les archives réapparurent. En 1867, Margaret Crenshaw, vieillissante, remit son coffre de documents à un avocat yankee qui préparait un rapport sur l'émancipation. Ce coffre contenait la confession complète, le rapport Cornwall et une lettre de sa main. Publiez ceci, même si le monde refuse d'y croire. Le manuscrit fut envoyé à Paris, où Victor Desmarais le reçut peu avant sa mort en 1870. Il le traduisit en français et tenta de le publier, mais la guerre franco-prussienne interrompit tout. Le texte disparut de nouveau, relégué dans les archives d'un couvent de la Loire, où Victor Desmarais avait cherché refuge. Ce n'est qu'en 1983 qu'un professeur de la Sorbonne, Émile Gaubert, retrouva le manuscrit et publia « Rachel ou la guerre des ombres », version abrégée de la Confession, assortie d'un commentaire politique. Le succès fut immédiat dans les cercles intellectuels. Zola, Hugo et d'autres y virent la preuve que la littérature pouvait être arme de justice. En Amérique, on cria au mensonge. Mais l'effet était irréversible. Rachel était devenue une figure universelle, ni tout à fait réelle, ni tout à fait fictive, incarnation d'une révolte intellectuelle que le monde commençait à comprendre. En 1901, une édition illustrée parut à Paris, préfacée par un certain Anatole France, qui écrivait « Si cette femme a existé, elle fut le premier stratège moral de la liberté moderne. » On traduisit le livre en russe, en espagnol, en arabe. Des militantes féministes s'en emparèrent. Rachel devint symbole d'intelligence féminine opprimée, héroïne d'un combat où la pensée remplaçait le sang. Mais au-delà du mythe, certains continuaient à chercher la vérité. En 1912, un historien américain, James O'Neill, parcourut les archives du comté de Limestone et retrouva les traces des familles Routledge, Crenshaw et Haville. Il confirma l'existence d'une femme nommée Rachel, vendue en 1847 à Samuel Routledge, puis à Daniel Crenshaw. Il découvrit aussi un acte d'affranchissement daté de 1851 à la Nouvelle-Orléans, signé E. Delquaque. Le sceau était authentique. Ce document prouvait qu'une Rachel, âgée de 29 ans, avait effectivement obtenu la liberté dans l'État de Louisiane, puis disparu. Où allait-elle? O'Neill la suivit jusqu'à Veracruz, où un registre de 1853 mentionnait une Rachel D., institutrice francophone d'origine américaine. Après cela, plus rien. Mais l'historien conclut, elle a survécu, et c'est tout ce qui compte. Ses recherches furent publiées en 1915, puis oubliées au milieu des guerres mondiales. Pourtant, dans les cercles d'études coloniales, le nom de Rachel continuait de circuler. Certains intellectuels des Caraïbes la revendiquaient comme ancêtre spirituel du marronnage intellectuel. En Haïti, des professeurs citaient sa phrase célèbre « L'intelligence est l'arme que nul fouet ne peut briser ».
En 1932, une pièce de théâtre intitulée Rachel la silencieuse fut jouée à Paris, mêlant histoire, fantômes et politique, évoquant une femme revenant hanter les descendants de ses anciens maîtres. Le public, bouleversé, vit en elle la conscience de tout un siècle de colonisation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le manuscrit original disparut de nouveau, emporté par un collectionneur allemand. Ce n'est qu'en 1949 qu'il refit surface, sa couverture tachée de sel et de cendres, dans une bibliothèque de Marseille. Un jeune archiviste, Jean Lenoir, le catalogua sans savoir qu'il détenait la clé d'une légende. Il écrivit simplement « Manuscrit anonyme, 19e siècle, confession d'une esclave alphabétisée ». Depuis, le texte dort dans les réserves, attendant qu'un autre regard le réveille. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le nom de Rachel ne surgissait plus que dans les murmures des érudits, dans les marges de quelques essais sur l'esclavage et dans les conversations feutrées des bibliothèques où dorment les secrets du monde. Pourtant, à mesure que la planète entrait dans une ère nouvelle, faite de décolonisation et de lutte pour les droits civiques, son ombre reparut, plus forte que jamais. En 1952, une chercheuse franco-antillaise, Marie-Thérèse Vernet, retrouva dans les archives de Marseille le manuscrit signalé par Jean Lenoir. Elle comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un texte anonyme, mais bien de la confession perdue de Rachel, l'esclave libre devenue stratège invisible d'une guerre morale. Vernet traduisit, annota, compara les versions françaises et anglaises, retraça les filiations entre les familles citées et les archives américaines. En 1954, elle publia à Paris Rachel ou la pensée affranchie, avec une préface où elle écrivait « Le Sud a bâti sa puissance sur la servitude des corps, cette femme l'a détruite par la liberté de l'esprit. » Le livre fit scandale. En France, il devint lecture favorite des cercles existentialistes. Sartre y voyait la démonstration vivante que la conscience opprimée pouvait transformer sa servitude en arme. Simone de Beauvoir soulignait que Rachel incarnait la première figure féminine d'une révolte intellectuelle contre l'ordre patriarcal et racial. Aux États-Unis, le texte circula clandestinement, traduit à la machine, dans les universités noires du Nord. Des militants du mouvement naissant des droits civiques y trouvèrent une inspiration nouvelle. Non pas la révolte par les armes, mais celle, plus redoutable, par la pensée et la stratégie. On peignit des silhouettes de Rachel sur les murs de Harlem et de Chicago. Les étudiants citaient sa phrase « Vous pouvez briser mes os, pas ma logique ». Certains historiens du Sud, effrayés, crièrent à la falsification, affirmant qu'une telle intelligence ne pouvait avoir existé chez une femme de couleur au XIXe siècle. Mais cette résistance, loin d'éteindre la légende, l'amplifia. Dans les années 1960, alors que le monde se soulevait, la voix de Rachel devint symbole universel. Les indépendantistes africains la lisaient comme prophétesse de la libération des esprits colonisés. Les féministes y voyaient une sœur ancienne qui avait su retourner le pouvoir de la parole contre ses geôliers. Les intellectuels antillais, tels Césaire et Fanon, citèrent son nom comme métaphore du retournement du regard, l'esclave devenant juge du maître. Dans les universités américaines, le cas Rachel devint objet d'étude. Les psychologues y voyaient la première analyse de manipulation stratégique consciente d'un rapport de domination. Les juristes, le prototype des crimes intellectuels sans corps ni armes, les philosophes, l'éveil d'une conscience universelle née dans les ténèbres. En 1971, une édition critique fut enfin publiée par Harvard, The Rachel Papers, réunissant la confession originale, les lettres de Margaret Crenshaw et le rapport Cornwall. On y ajouta une postface saisissante. Ce texte, plus qu'un document, est un miroir. En le lisant, chaque société y découvre son propre esclavage. À partir de là, Rachel cessa d'appartenir à l'histoire. Elle entra dans la culture. Des cinéastes s'en inspirèrent. En 1978, un film français intitulé « L'esprit de la chaîne » retraçait sa vie à travers des flashbacks baroques mêlant créole et poème. Dans les années 1980, une pièce brésilienne la réinventait en prophétesse vaudou. Dans les années 1990, une romancière canadienne en fit la narratrice d'un récit post-colonial sur la mémoire des femmes. Chaque époque la refaçonnait, comme si le mythe s'adaptait au visage du monde. Pourtant, derrière les interprétations, restait une question que nul n'avait résolue. Rachel avait-elle réellement existé ? En 2002, une équipe franco-américaine dirigée par l'historienne Laura Michon entreprit de le prouver. Les chercheurs explorèrent les registres notariaux de Mobile, de Natchez, de la Nouvelle-Orléans.
Ils retrouvèrent l'acte d'affranchissement de 1851, confirmé par les archives du notaire Desmoulins, et un second document, une lettre signée d'une certaine Rachel D., adressée à une école de Veracruz en 1854, demandant des livres de géographie pour ses élèves. L'écriture correspondait parfaitement à celle de la confession. L'hypothèse la plus probable devint alors réalité. Rachel avait survécu, libre, et enseigné jusqu'à sa mort quelque part au Mexique. Dans une bibliothèque de Veracruz, on découvrit en 2005 un petit cahier en cuir portant l'inscription en français « Carnet de pensée, 1857 ». À l'intérieur, 10 pages écrites d'une main ferme. « J'ai cessé de combattre les maîtres, je combats désormais l'ignorance ». Ces mots, simples et définitifs, fermaient le cercle ouvert un siècle plus tôt sur les rives du Tennessee. Aujourd'hui, les historiens débattent encore. Était-elle une stratège vengeresse, une philosophe oubliée, ou l'invention collective d'un monde cherchant une conscience assaillante? Peut-être tout cela à la fois, car Rachel, réelle ou non, a prouvé que la pensée peut traverser les chaînes, les frontières et les siècles. Dans les musées du Sud, son nom figure désormais sur les plaques dédiées aux résistances invisibles. En France, au Panthéon, une citation gravée à l'entrée de la salle des illustres lui rend hommage. « Ils ont voulu nous réduire au silence, j'ai fait de ce silence une arme. » Et dans les écoles, du Mexique au Dakar, on enseigne parfois son histoire, comme celle d'une femme sans pays, Néfri, réduite en esclavage, redevenue libre par la seule force de son esprit. Les chercheurs de notre siècle, relisant sa confession, y voient une prémonition troublante du monde moderne où la domination passe par la persuasion, l'information, la maîtrise du récit. Rachel, en cela, fut la première à comprendre que contrôler la vérité, c'est gouverner la réalité. Et quand on referme son histoire, on entend presque sa voix, calme, ironique, venue de l'autre côté du temps. Vous croyez m'avoir enterré dans vos archives, mais je suis dans vos mots. Ainsi s'achève l'histoire de celle qui fut à la fois victime et stratège, mémoire et menace, la femme sans tombe dont la vengeance fut d'apprendre au monde que l'intelligence, lorsqu'elle s'éveille dans l'ombre, n'appartient plus à personne.